Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire du jour. Je suis Sonia Rive, la fondatrice de l'annuaire QVT. Je laisse tout le monde arriver doucement. Vous êtes plusieurs personnes dans la salle d'attente à avoir attendu le démarrage de ce webinaire. On a essayé de démarrer pile à temps à 11h30. Il est 31 maintenant. Donc, je vous laisse arriver tout doucement, tous les participants. Vous avez un chat à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le chat pour nous dire que vous êtes bien arrivés. Je vous ai fait un petit bonjour. Donc, bienvenue. Ce webinaire sera sur le thème des RPS, des risques psychosociaux, et on l'a appelé « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» par rapport justement à tout ce système de déploiement de démarche QVT, comment on le pilote, comment on les gère, comment on maîtrise toute cette démarche-là. Donc, on a 3 intervenantes. On est sur une table ronde 100% féminine aujourd'hui, avec 3 intervenantes avec des casquettes complètement complémentaires. On a Audrey, on a Virginie, Imen. Elles se présenteront juste après. On vous laisse juste une petite minute pour prendre place et arriver doucement et attendre les derniers participants pour justement monter dans l'avion et décoller avec nous. Donc, il faut savoir que l'annuaire QVT, c'est un réseau, un collectif de professionnels de confiance qui œuvrent pour l'amélioration de la qualité de vie au travail, dont je suis la fondatrice. Et autour de cette table ronde, vous avez 2 membres de l'annuaire QVT, Imen de Prévalsia et Audrey de Psychoergonomie. Puis on a justement Virginie Barbier qui a sa casquette RH dans une entreprise de BTP basée près de Lyon. Bonjour à tous. Allez, on avance, ça y est, on a pas mal de personnes déjà présentes. Donc, comme je vous disais, on est aujourd'hui avec Virginie Barbier, responsable RH chez Rhône-Alpes Fondation. On a Audrey Bonheur-Payette, qui est la fondatrice de ABP Psychoergonomie et psychologue du travail, formatrice en prévention des risques psychosociaux, etc. Je laisse Audrey se présenter. Et Imen Douadi, qui est donc experte en santé du travail et qui est aussi sur toute cette notion de prévention des risques psychosociaux et gestion du stress. Quelques règles pour ce webinaire, je vous le rappelle, pour ceux qui ont l'habitude, vous le savez déjà, mais pour ceux qui ont un petit peu moins l'habitude de participer à nos webinaires et à être présents sur cette plateforme, vos micros, les participants, les micros et vos vidéos sont coupés parce qu'on a besoin quand même d'une bonne passante. Vous êtes pas mal à être connectés aujourd'hui. Donc, si on avait les vidéos et micros de tout le monde, ça ne fonctionnerait pas. Par contre, on vous laisse ce petit chat à disposition. Je vois que plusieurs personnes nous ont déjà écrit un petit bonjour. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs d'où vous venez, d'où vous êtes, où vous êtes basé. Moi, actuellement, je suis à Grenoble tout de suite. Je vis dans le sud-ouest et c'est toujours intéressant de voir la diversité des localisations de nos participants. On a même du monde, je pense, qui est basé au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest, ou même dans les dom-toms. Et c'est toujours rigolo de savoir un petit peu d'où vous venez, c'est agréable. Donc, n'hésitez pas à nous le mettre dans le chat. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à nous les poser dans l'onglet « Questions ». Il faut savoir que je vais animer justement les échanges entre nos 3 intervenantes du jour pendant une bonne quarantaine de minutes et on gardera une partie à la fin spécifiquement pour les questions-réponses en direct avec nos experts. On ne va pas pouvoir répondre au fur et à mesure, sinon on va perdre le fil de tout ce qu'on se dit et ça sera moins qualitatif. Donc pour ça, vous pouvez nous poser les questions au fur et à mesure et promis, on répondra à vos questions à la fin du webinaire. On s'est gardé vraiment un temps pour ça. Si c'est OK pour tout le monde, on y va, on n'a plus de temps à perdre. Ah, je vois qu'il y a du monde quand même qui représente différentes régions de France. Coucou Brigitte d'ailleurs qui est aussi à Grenoble. C'est OK pour vous? On y va. Si c'est OK, vous nous mettez un petit OK dans le chat et ça nous permettra d'être sûr qu'on peut démarrer et rentrer dans le vif du sujet qui est, attention, décollage, RPS, y a-t-il un pilote dans l'avion? Alors, on attache les ceintures et on y va. Si on a choisi en fait de traiter cette thématique aujourd'hui,
c'est que les RPS ont complètement occupé les dossiers du dessus des piles ces derniers temps. Je pense que justement, avec la fameuse loi du 2 août qui a été mise en application le 31 mars, ça a un petit peu fait bouger les choses, donc un vrai sujet d'actualité. Et je vais laisser justement la parole à mes intervenantes pour qu'elles nous en parlent un petit peu plus et déjà, voilà, qu'elles se présentent les unes après les autres pour que vous ayez un peu plus d'informations sur leur profil. Alors, qui se lance? Qui veut commencer à prendre la parole sur une petite présentation d'introduction? Allez, Audrey, je te laisse la parole. Pourquoi? Alors là, je l'ai joué par ordre alphabétique. J'ai vu un V, un I, un A. J'ai dit, allez, en première. Et puis là, il n'y a pas de priorité aux femmes parce qu'on est toutes des femmes. Tout à fait, Sonia. Bonjour tout le monde. Effectivement, Audrey, donc de formation, je suis psychologue du travail et ergonome. Et donc, ça fait 15 ans que j'interviens dans le champ de la prévention des risques, que ce soit les risques TMS, donc troubles musculo-squelettiques, que les risques psychosociaux. J'ai fondé effectivement ABP Psychoergonomie en 2015. C'est simplement une émanation d'une structure que j'avais déjà avant. Donc, c'est un cabinet conseil et organisme de formation spécialiste, on va dire, en santé-sécurité au travail. Et donc, les champs d'intervention sont diverses, toujours en lien avec la prévention des risques professionnels. Donc, on fait du conseil, de la formation et de l'accompagnement individualisé. Dans la structure, on est deux. Il y a une assistante administrative, Aline, et moi-même. Et nous travaillons exclusivement avec des consultants formateurs seniors. Juste préciser un petit peu que ABP Psychoergonomie, effectivement, est intervenant en prévention des risques professionnels, donc IPRP, référencé par la CARSAT sur les listes prévention primaire des risques psychosociaux et TMS. Et en tant qu'organisme de formation, nous sommes certifiés Calliope et habilités à former les CSE sur le volet santé, sécurité et conditions de travail. Tout ça, rien que ça. Rien que ça. Et membre de l'ANURQVT. Bien sûr. De qualité. Virginie, qui souhaite prendre la parole après Audrey pour se présenter. Je vous laisse y aller. Bah, je peux continuer puisque c'est I après Audrey. Virginie, on changera peut-être l'ordre de l'alphabet. Donc bonjour à tous. Donc je suis Imen Dawadi, fondatrice de la société Prévalsia. Donc j'interviens en promotion de la santé au travail et je me suis spécialisée notamment dans la prévention des risques psychosociaux. Donc j'accompagne les entreprises à développer des projets de prévention, des risques psychosociaux et je peux également former notamment des managers, des professionnels RH à la prévention des risques psychosociaux. Ce qui m'a amené à créer mon entreprise il y a peu de temps. Je n'ai pas une grande expérience. Donc moi, j'ai été manager pendant plus de 10 ans. J'étais directrice d'un centre de santé d'une 50aine de personnes et j'ai été confrontée à justement ces conditions de travail et à essayer de faire bouger les conditions de travail pour diminuer notamment l'absentéisme. C'était mon gros problème moi, à l'époque, c'était l'absentéisme des salariés et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un impact notamment entre les conditions de travail et l'engagement des salariés, la présence aussi des salariés et c'est pourquoi je me suis lancée dans cette aventure. Voilà. J'ai été accompagnée par l'INRS notamment sur le volet formation et aussi l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Waouh, super, merci. Et rien que ça. Et je suis aussi membre de l'ANURQVT et j'en suis ravie. Et récemment ambassadrice de notre réseau parisien. Merci Hélène. Virginie, je vous laisse la parole et nous expliquer justement qui vous êtes et quelle est votre fonction dans votre entreprise. Alors, bonjour à tous, pour commencer. Je suis Virginie Barbier, donc je suis responsable ressources humaines au sein de Rhône-Alpes Fondation, qui est une entreprise du BTP, qui réalise des parois berlinoises, butonnées, clouées, et qui fait aussi des reprises sous œuvre.
c'est un petit peu moins fréquent. Et actuellement, nous cherchons à passer la certification MAS, qui est un référentiel de management de la sécurité, et qui a donc parallèle été fait justement avec l'ISO 45001. Donc, ce que je déplore un petit peu justement avec ces référentiels, c'est qu'on tient compte que de la sécurité physique et un petit peu moins, voire pas du tout, de la sécurité mentale. Grand sujet. Grand sujet, effectivement. Très bien. Donc, entreprise dans le milieu du BTP, donc avec quand même des challenges assez complexes en termes de sécurité, mais également en termes de risques psychosociaux, des métiers peut-être un petit peu difficiles. Assez difficile, on dira quand même. On va dire très assez physique. Assez physique. Ouais. Et en plus de ça, une caractéristique assez importante à relever, je pense, c'est que vous avez plus de la moitié de votre effectif en intérim, si je ne me trompe pas. Largement plus, hein. C'est vrai qu'on est une entreprise qui fait 35, 33 personnes à peu près. Actuellement, on est 80. Voilà. Donc, 2 tiers. 2 tiers. Et ça va encore grimper. D'accord. Eh bien, on va avoir de quoi discuter, mesdames. Merci pour vos présentations. Je vais rentrer très rapidement dans le vif du sujet parce que ces 45 minutes qui nous restent vont être très rapides pour balayer tout ça. Je vais plonger la tête la première dans le sujet et demander peut-être à nos participants d'interagir avec nous. Et je vous propose de nous donner votre propre définition des RPS. Qu'est-ce qu'on met derrière cet acronyme RPS ? On sait tous risques psychosociaux, quoique peut-être mettre d'autres choses derrière ces 3 lettres. Dites-nous dans le chat quelle est votre propre définition des RPS, comment on peut le définir. Et puis, en parallèle, je vais poser la question directement à une de nos expertes, Imen, si elle peut nous éclairer un peu plus sur ce que c'est ce concept de qualité de qualité. Voilà, j'ai derrière mon kakémono avec le gros QVT et tous ces acronymes, on s'en sort plus. RPS. Prochain webinaire, en plus, on est sur la RSE, donc on ne va pas s'en sortir. Imen, est-ce que tu peux nous éclairer justement sur la définition des RPS ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Est-ce que c'est vraiment ancré dans le marbre, cette définition ? Je te laisse la parole. Merci. Merci. Donc en fait, il existe plusieurs définitions des risques psychosociaux. Donc moi, je vais vous en donner une, c'est celle de l'Agence européenne de Bilbao pour la santé et la sécurité au travail. C'est celle qui me semble la plus accessible. Donc les RPS, finalement, ça constitue des situations de travail à risque de stress, de violence interne et ou de violence externe. Donc, par stress, il faut entendre l'état de tension dans lequel se trouve un travailleur qui perçoit ne pas disposer des ressources suffisantes pour atteindre ses objectifs professionnels. Par violence interne, je pense que tout le monde comprend qu'il s'agit des conflits qui peuvent avoir lieu au sein des équipes, soit entre la hiérarchie et les salariés, soit même entre les collègues entre eux, quoi. Il y a aussi les notions de harcèlement moral et de harcèlement sexuel qui rentrent dans les questions des violences internes. Et enfin, les violences externes qui sont finalement toutes les tensions qui peuvent avoir lieu avec le public quand on est dans des entreprises ou dans des structures qui travaillent avec le public. Donc ces risques psychosociaux, ces situations de travail depuis de nombreuses années, il y a de nombreuses études qui ont permis d'établir finalement un lien entre l'exposition à ces risques psychosociaux et l'atteinte à la santé. Parmi les atteintes qu'on a pu démontrer comme étant liées avec les risques psychosociaux, on peut citer les troubles anxieux, dépressifs, le burn-out, ça c'est ce dont on parle souvent quand on parle de risques psychosociaux, mais on a aussi des pathologies qui sont plus physiques,
puisqu'on note aussi une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, de troubles musculo-squelettiques, de désordres allergiques aussi, et puis de troubles métaboliques tels que l'obésité abdominale ou l'hypertension artérielle. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de médecine pour vous dire comment, voilà, mais en tout cas, c'est bien documenté. Il y a de nombreuses études et on sait quels sont les mécanismes biologiques qui sont à l'œuvre pour expliquer ce lien entre les risques psychosociaux et les atteintes à la santé. Donc, ce qui fait finalement des risques psychosociaux un risque professionnel. Un risque professionnel que les employeurs ont l'obligation de prévenir comme tout risque professionnel. Donc, comment prévenir, comment mettre en œuvre cette obligation de prévention pour les employeurs? Tout d'abord, en évaluant quels sont les risques psychosociaux au sein de l'entreprise, de l'entité dans laquelle qu'on dirige, quoi. Puis ensuite, en élaborant un plan d'action de prévention de ces risques psychosociaux, donc au regard de l'évaluation qui a été faite, bien entendu, puisque chaque structure est différente, chaque équipe est différente et qu'il faut vraiment avoir un plan d'action qui réponde à l'évaluation qui a été faite. Et enfin, dernière chose, de consigner ces risques psychosociaux et le plan d'action dans le document unique d'évaluation des risques. Donc, il y a vraiment donc un cadre légal à respecter. L'employeur a des obligations. Déjà, on sait que le code du travail quand même encadre ça. Virginie, justement, comment vous faites chez Rhône-Alpes Fondation pour respecter ce cadre légal et qui est finalement le socle? On sait qu'il y a des entreprises qui vont au-delà du cadre légal et qui sont des excellents élèves en termes de prévention. Mais par contre, il y a déjà un minimum qui est répondre au cadre légal. Est-ce que, avec cette certification MAS ou ce que vous faites au quotidien, comment vous faites chez Rhône-Alpes Fondation pour pouvoir répondre au maximum au cadre légal en termes de risques psychosociaux? On a effectivement un document unique d'évaluation des risques. Oui. Les RPS figurent dans ce document unique, mais les RPS n'ont été pris en compte que pour le personnel de chantier. D'accord. Déjà, je pense qu'il y a aussi un petit problème d'identification des situations qui peuvent, qui rentrent dans ce cadre des RPS. Et c'est vrai que chez nous, en termes d'action à proprement parler sur les RPS, il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a rien qui est défini, justement. Il n'y a rien qui est vraiment défini. Voilà, il y a une grosse lacune, il n'y a vraiment rien qui est concrètement défini. Le référentiel MAS va nous imposer effectivement d'avoir des papiers, d'avoir des études de fonction, d'avoir des remontées d'informations sur les chantiers. Mais concrètement, il n'y a pas grand-chose, il n'y a même rien du tout sur les RPS, uniquement les RPS. Donc, vous avez vraiment cette casquette sécurité, effectivement, parce qu'on est aussi dans des métiers du BTP avec des gros risques liés à la sécurité. Vous, en tant que RH engagé, j'imagine que il y a des choses que vous pouvez aussi mettre en place pour répondre au minimum à un cadre légal et de votre propre engagement personnel faire. Vous nous expliquerez dans un second temps, plus tard dans nos échanges, justement ce que vous pouvez faire pour pouvoir aussi à votre niveau faire des choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qui bloque, pourquoi c'est un sujet qui n'a pas été mis sur la table vraiment ? Je pense que c'est aussi le fait que la direction ne connaisse pas réellement ce qui se cache derrière la terminologie de RPS et qu'elle n'a pas forcément conscience que les RPS concernent tout le monde et pas juste le personnel chantier. C'est vraiment tout le monde est concerné par le sujet. Merci Virginie. Donc je vois qu'il y a des choses qui peuvent être déjà faites finalement dans l'entreprise. Là, je prends l'exemple de Rhône-Alpes Fondation au niveau vraiment du chantier, mais c'est finalement minime par rapport à ce
que les entreprises doivent faire en termes légaux. Je pense que vous n'êtes pas la seule entreprise à être un petit peu dans ces schémas un peu compliqués de mise en route, etc. Il y a des choses qui sont déjà faites. Audrey, je me tourne vers toi pour te demander justement, voilà, est-ce qu'il y a des vrais prérequis? Est-ce que l'entreprise doit vraiment être mûre pour pouvoir mettre en place des vraies démarches, des vrais plans d'action efficaces de risques psychosociaux? Alors d'abord, c'est vrai que je rebondis un petit peu sur le propos de Virginie. Souvent, l'entreprise a conscience quand même de la préservation de la sécurité. Et il y a le côté finalement du code du travail, hein, cet aspect vraiment protéger la santé physique et mentale qui est vraiment important. Et c'est vrai qu'il y a des prérequis. On fait de la prévention des risques psychosociaux sans s'en rendre compte, mais l'idée, c'est vraiment de mettre en place les conditions qui vont permettre non seulement de faire une identification des facteurs de risque, mais aussi de mettre en place un plan d'action qui soit vraiment clair. Donc, en matière de prérequis, pour inscrire vraiment par priorité des actions de prévention en lien avec les risques psychosociaux, il est essentiel de diagnostiquer ce risque-là. Donc souvent, on parle d'audit ou de diagnostic des RPS. Moi, j'aime bien parler d'état des lieux. En fait, l'idée, c'est de faire un état des lieux qui va permettre ensuite de ne pas se perdre et d'avancer et de s'en rendre compte qu'on avance. Un autre prérequis qui fait écho à ce que Virginie disait aussi, c'est l'engagement de la direction. En fait, c'est vrai que la responsabilité de la direction est engagée, mais elle n'a pas forcément toute la mesure de ce qu'impliquent les risques psychosociaux. Même parfois, j'ai envie de dire que ça peut faire un peu peur, alors que il n'y a pas de raison de craindre finalement de se lancer dans le sujet, puisqu'on se rend compte qu'on peut très facilement mettre en place des mesures de prévention qui permettent d'améliorer les conditions de travail des travailleurs et par là même d'améliorer leur qualité de vie au travail, pour faire un petit peu le lien. Dernier petit point que j'affectionne particulièrement quand j'interviens sur le champ des risques psychosociaux. Donc, quand on a une structure un peu importante, je parle de COPI, l'RPS, donc de comité de pilotage. Mais quand on est une TPE ou une PME, il y a le chef d'entreprise, il y a la représentation du personnel et puis tous les salariés sont concernés. Donc, l'idée vraiment, c'est de travailler ensemble pour mixer les points de vue, faire un état des lieux qui soit à l'image de la réalité du terrain, en fait, de ce que vivent vraiment les gens et ne pas porter le plan d'action seul. Très bien. Merci pour cette réponse très, très précise et très concise, Audrey. Effectivement, travailler ensemble, et ça demande aussi de savoir engager les équipes aussi de terrain, qu'ils se sentent concernés par ces sujets-là. Malheureusement, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est quand il y a de la casse en fait, et quand c'est déjà trop tard qu'on commence à s'y intéresser, et forcément le plan d'action est là pour pouvoir prévenir de tout ça et être plutôt dans de la prévention que dans de l'extinction du feu, comme le font les pompiers en urgence. Je sais qu'il y a plusieurs justement niveau de prévention quand on parle de prévention des RPS. Tout à l'heure, Audrey nous disait justement qu'elle est très branchée prévention primaire. Donc, il y a plusieurs plans et pour pouvoir mettre des actions en place, on doit travailler sur ces différents niveaux de prévention. Moi, je ne suis pas préventrice, je suis très QVT. Je m'intéresse grâce à vous tous, bien sûr, à la technicité des RPS également. Mais est-ce que, Imen, par exemple, tu pourrais nous reparler de ces différents champs d'action, ces différents niveaux de prévention pour que ce soit un peu plus clair? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, je voulais quand même faire un petit retour et vous parler d'abord des familles de facteurs de risque, facteurs de risque psychosociaux, puisque donc comme je vous ai donné la définition tout à l'heure, et en fait donc on a établi qu'il y avait un lien entre les risques psychosociaux et la santé, et en fait par rapport à ce qui peut faire émerger les risques psychosociaux, donc on a bien compris dans ce webinaire, donc ce sont les conditions de travail, et en fait il y a aussi diverses études qui
qui ont été réalisées et qui ont permis de classer les risques psychosociaux en plusieurs familles de risques. Alors, je ne vais pas toutes vous les donner, mais je vais vous en citer quelques-unes, notamment l'intensité et la complexité du travail, les horaires de travail difficiles, les exigences émotionnelles, la faible autonomie au travail. Et là, j'invite vraiment tous les participants à ce webinaire à consulter les outils qui ont été développés par l'INRS, donc l'INRS qui est organisme de référence dans la santé au travail et la prévention des risques professionnels, notamment l'outil RPSDU et outil Faire le Point. Je pourrais vous communiquer le lien sur le chat, parce qu'ils ont des grilles où ils vous présentent vraiment toutes les familles de facteurs de risque avec les questionnements qui sont à se poser. Et ne serait-ce que prendre connaissance de ces risques, c'est vraiment voir aussi comment les conditions de travail et sur quoi on peut agir pour justement diminuer les risques psychosociaux. Donc ça, c'était ma petite introduction. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a 3 niveaux de prévention, en général en santé au travail, mais particulièrement sur les risques psychosociaux. Donc vous avez effectivement la prévention primaire. La prévention primaire, le but, c'est d'éliminer ou de réduire, quand c'est pas possible d'éliminer, donc le facteur de risque psychosocial. Donc notamment, par exemple, si je peux vous donner un exemple, une association qui a une intensité de travail particulière sur le printemps, je vous parle d'une expérience vécue sur le printemps parce qu'elle a beaucoup de projets à mener en direction des enfants pour leur proposer des jeux et des choses comme ça. Et ça constituait pour l'équipe une intensité de travail. Et donc, qu'est-ce qui a été mis en place finalement en discussion avec l'équipe, enfin au niveau de l'élaboration du plan d'action, c'était de nommer des référents pour chaque projet, puisqu'il y en avait plusieurs, et de bien clarifier les rôles et la communication entre les différentes personnes pour justement réduire cette intensité tout en conservant l'activité de l'association. Tout ça, c'était pour vous donner un petit exemple, pour vous dire qu'il y a des choses qui peuvent être faites, parce que c'est vrai que quand on dit des choses comme ça, intensité et complexité du travail, tout ça, on se dit oui, c'est pas forcément possible d'agir directement sur cette condition de travail-là. Mais si, quand on en discute, on voit qu'il y a peut-être des petites choses à faire et qui pourront être importantes. Ensuite, vous avez, alors ça, c'est le niveau de prévention essentiel, en fait, je dirais. C'est d'abord, c'est ce qui va permettre finalement de réduire les risques psychosociaux. Après, vous avez quand même d'autres niveaux. Vous avez la prévention secondaire. Donc là, il s'agit de gérer les effets des risques psychosociaux quand effectivement ils sont réellement là. Donc là, on va parler notamment de gestion des conflits, par exemple. On n'a pas pu éviter un conflit, mais on va quand même former les managers à mieux gérer les conflits, des conflits au travail. On va aussi former à repérer des situations complexes pour pouvoir intervenir au plus tôt. Vous voyez, donc là, la situation, le risque est présent, mais on va protéger. Voilà, c'est vraiment une mesure de protection, une mesure de prévention secondaire. C'est comment on gère les effets des RPS pour que ce soit pas trop grave. Et après, on a la prévention tertiaire. Donc là, on est plutôt dans la réparation. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà eu une conséquence sur les individus, sur les travailleurs, et comment on peut réduire ou accompagner l'individu à la reprise du travail notamment, ou à la diminution des conséquences. Donc là, vous avez par exemple tout ce qu'on met, notamment quand il y a des crises, des cellules d'écoute, des numéros verts, un accès à un psychologue, par exemple, enfin, voilà, selon les situations. Donc voilà un petit peu les 3 niveaux de prévention. Pour insister, donc effectivement, comme le disait Audrey, l'essentiel, c'est quand même la prévention primaire, c'est-à-dire agir sur les conditions de travail pour éviter justement que le risque apparaisse et se produise. Et puis après, vous avez aussi des mesures de prévention secondaire et tertiaire qui sont aussi importantes à mettre en œuvre, parce que malheureusement, on ne peut pas tout éviter, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut rien faire. Et donc, c'est vrai que dans un plan d'action, il faut mettre la lumière sur les actions de prévention primaire, mais aussi ne pas, pouvoir aussi les associer. Elles sont associer des mesures de prévention secondaire et tertiaire pour compléter tout ça. Merci, Mel. Merci. Du coup, ça me fait penser qu'effectivement, ces différents niveaux de prévention, quand on est dans une entreprise très engagée, qui prend en compte pour de vrai les risques psychosociaux et qui a un vrai plan d'action
efficace avec tous ces niveaux-là, c'est génial. Et on voit justement grâce à la présence de Virginie ici aujourd'hui que c'est pas forcément évident de pouvoir mettre en place réellement tous ces niveaux de prévention. Et c'est pour ça que ça m'intéressait aussi d'avoir le témoignage de Virginie sur ce webinaire. Parce que je sais qu'en tant que RH, Virginie met quand même en place des choses. Et quand on a une direction qui n'est pas forcément impliquée, on s'épuise aussi à faire pas mal de choses, mais on peut contourner peut-être et mettre quand même des choses en place qui font que ça fonctionne un peu mieux et aller justement sur cette stratégie de petits pas. Virginie, est-ce que vous pouvez illustrer quelques exemples de comment vous détournez, comment vous trouvez des solutions quand même pour mettre en place des actions de prévention RPS? Virginie? Virginie? J'ai dû perdre ma connexion. Oui. Oui, que vous, ça doit marcher. Oui, c'est bon. Voilà, on disait... Oui, là c'est bon, cette fois c'est bon. Voilà, vous avez quelques difficultés et quelles sont-elles vraiment? Là, on a compris que c'était vraiment la direction qui bloquait un petit peu, qui avait beaucoup plus la casquette sécurité, qui avait une pas très bonne connaissance peut-être de ce que c'est les RPS et ce que ça engendre. Comment vous faites, vous, sur votre poste, justement, pour pouvoir contourner ça et quand même amener cette culture de la prévention des RPS dans les équipes? Mon quotidien, c'est vrai que c'est beaucoup d'écoute en fait. D'accord. Je vais pouvoir avoir quelques remontées d'informations de la part de mes chefs de chantier, essayer de leur donner des conseils, de faire prendre conscience que certaines situations, c'est vraiment dangereux par rapport au RPS et que il faut vraiment agir dans une direction donnée. Donc concrètement, le gros problème chez nous, c'est l'intensité du travail. D'accord. Ils font énormément d'heures. Donc quand ils sont fatigués, commencer à faire prendre conscience aux chefs de chantier que quand le personnel va naviguer entre les chantiers comme ça plusieurs fois dans la journée, déjà c'est du temps de perdu, c'est des risques en plus, et que la journée devient très longue, peut-être justement à cause de ça. Et que il y a un risque après de vraiment, on va de la grosse fatigue jusqu'à, c'est sûr que je peux avoir des accidents de la route parce que c'est ça. Je peux avoir quand même beaucoup de stress parce que la direction met aussi beaucoup de pression pour que les chantiers se finissent en temps et en heure. Bon, c'est un stress qui a été aussi donné par le promoteur immobilier parce que lui, il faut faire vite et l'humain, il n'y en a pas, quoi. Il faut que le chantier soit fini à ce moment-là. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous pouvez, vous, à votre niveau, en tant qu'RH, donc il y a beaucoup d'écoute, effectivement. Je sais que vous avez pu essayer de mettre en place aussi des choses pour faciliter les tâches et la gestion justement de ce temps de travail. Vous m'aviez parlé, je me souviens, dans nos derniers échanges, de la digitalisation aussi, de transformer un petit peu les choses de l'intérieur. Oui, j'ai digitalisé le temps de travail en mettant en place un outil de gestion des temps. Bon, c'est vrai que c'était assez compliqué à mettre en place parce que quand on a beaucoup de temps, on met en place des groupes de travail pour justement choisir l'outil, faire vraiment en sorte qu'il soit adapté. Moi, avec la priorité chantier, j'ai vraiment pas pu faire comme ça. Donc, du coup, j'ai plutôt mis en place des testeurs par échantillonnage au niveau des profils. C'était déjà mieux que rien et moi, ça donnait un retour sur la facilité d'utilisation de l'outil. Et ça faisait aussi des ambassadeurs pour le déploiement qui a été fait juste après. Ils pouvaient accompagner et aider un peu plus tous les autres, tous les intérimaires qui allaient rentrer au fur et à mesure.
D'accord. Et du coup, c'est vrai que cette notion d'ambassadeur, je trouve qu'elle est assez intéressante. Et quand on a justement une direction qui n'est pas très engagée, s'appuyer sur des relais, des ambassadeurs, c'est une stratégie très pertinente. Justement, ça permet de faciliter la communication et de pouvoir aller un peu plus loin, peut-être dans le ruissellement de cette culture de prévention. Oui, c'est que la communication était tout du long du projet de mise en place. Finalement, il a fallu trouver des nouveaux canaux parce qu'un tableau d'affichage dans le BTP, ils sont jamais là. Donc, ça a été les mails, ça a été les SMS, et puis justement, l'outil de gestion des temps permettait de mettre des petites vignettes sur la page d'accueil. Donc, même si c'est tout petit, j'avais quand même de la communication qui était faite et ça permettait quand même de montrer les progrès de tout un chacun dans l'évolution du projet. Super, d'accord. Donc là, on voit vraiment que la communication est quand même un outil vraiment essentiel dans la prévention des RPS. Peut-être que je vais justement poser la question à Audrey là-dessus pour avoir son éclairage. Audrey, justement, quelle politique de communication faut-il avoir avec les équipes quand on lance un plan d'action RPS ? Alors effectivement, Sonia, la communication auprès de l'ensemble des salariés est essentielle tout au long de la démarche, que ce soit quand on va l'entamer, pendant et puis après, pour communiquer sur les résultats et sur l'évolution en fait de l'organisation. Un petit point de vigilance, engager une démarche de prévention des RPS génère beaucoup d'attentes. Donc, il faut vraiment être mesuré dans les engagements que l'on prend pour ne pas décevoir, pour ne pas mener à la désillusion, parce que ça va prendre un peu de temps et c'est doucement mais sûrement en fait que la mise en application des mesures de prévention qu'on aura choisi de mettre en place, en fait, va se faire sentir. Donc, l'objectif, quand la direction et son équipe de direction communiquent en fait sur ce sujet délicat, c'est d'être clair sur les objectifs visés, c'est afficher vraiment une réelle volonté d'identifier les dysfonctionnements, d'améliorer les choses, qu'effectivement tout ne va pas être révolutionné une fois identifiés les facteurs de risque, on répare tout de suite, mais avec le temps, doucement mais sûrement, on y arrive. Je rebondis sur ce que Virginie disait par rapport à l'outil et à la communication autour de cet outil-là qu'elle a mis en place et qui est finalement une mesure de prévention primaire si elle vise justement à permettre de mieux organiser le temps de travail et de répartir la charge de travail de façon un peu plus harmonieuse. Il y a effectivement plusieurs façons de communiquer et l'idée c'est l'affichage par exemple, l'affichage simple, on sait que ça ne marche pas. Donc l'idée c'est de multiplier les sources d'informations claires. Donc d'expérience, il y a des entreprises qui prévoient des annonces officielles lors d'assemblées générales ou lors de réunions de service et qui confient au chef d'équipe la responsabilité en quelque sorte de communiquer progressivement sur les actions en œuvre. Et pour éviter les rumeurs, ne pas générer des inquiétudes, ce qui exposerait, là encore, alors qu'on est en train de prévenir les risques psychosociaux, les salariés du risque psychosocial, puisqu'il y a un facteur de risque qu'on connaît bien, l'insécurité de la situation de travail. Quand on met en place un changement, il est important de communiquer, d'informer, d'être clair là-dessus. Et donc, il y a des annonces officielles qui peuvent se faire, il y a des affichages, bien entendu, à des endroits stratégiques de l'entreprise, là où on sait que les gens vont regarder, vont lire, salle de pause, entrée des services. Il y a certaines entreprises qui communiquent par le biais de newsletters internes. J'aime beaucoup cette approche-là parce qu'au fil des news qu'on communique aux salariés, il y a un point RPS et évolution ou organisation. Et c'est très anecdotique, mais très récemment, j'ai mené un diagnostic des risques psychosociaux dans une structure. C'est la deuxième fois que ça m'arrive en 15 ans et j'ai trouvé ça vraiment super. La direction et le CSE, parce que les représentants du personnel étaient très impliqués avec la direction, ont pris la décision de glisser des notes d'infos dans les fiches de paye
pour que tous les collègues aient l'information, même ceux qui sont en arrêt de travail, parce que c'est vrai qu'on ne pense pas à eux, mais ceux qui sont en arrêt de travail, quand ils reçoivent dans la fiche de paye, ils ont l'info. Et c'est des infos positives sur des changements qui visent à améliorer les conditions de travail. Super, merci Audrey. Est-ce que justement, Virginie, c'est quelque chose auquel vous avez pensé, cette notification dans les fiches de paye? Oui? Oui, c'est pas lu. Ils sont phénoménaux chez moi. Ils lisent pas. Ils lisent pas. Pourtant, j'ai même fait avec des petits dessins où il n'y a pas beaucoup à lire, mais non, on lit pas. Alors, dans ce cas-là, il faut mettre des haut-parleurs. Il faut peut-être leur dire, il faut les appeler un après l'autre. C'est vrai que ça dépend des secteurs d'activité. En fait, finalement, il faut adapter l'outil de communication et les outils de communication au secteur d'activité. Il y a des endroits où les gens ne liront pas. Il y en a d'autres, là, c'était dans le domaine médico-social, ils lisent leurs fiches de paye et ils lisent les notes qui vont dedans. Et on a eu des retours très positifs. Donc, vraiment, il faut adapter, il faut réfléchir, entamer une réflexion. Qu'est-ce qui va permettre finalement de communiquer, de faire passer le message? Ouais. Et peut-être aussi s'appuyer sur des résultats très positifs qu'il y a déjà eu sur les là par exemple je pense à Virginie, la digitalisation, ça a permis quand même à plusieurs personnes de ressentir que ça a été une transformation positive et communiquer sur les résultats, évaluer peut-être les actions. Est-ce que c'est des choses qui se font, Virginie, de votre côté? Moi, c'est ce que j'ai fait tout du long du déploiement. C'est vrai que les résultats, au tout début, c'était une communication toutes les semaines. Oui, d'accord. Sur l'avancée, j'étais quand même avec des encouragements, des félicitations. J'irai même encore aujourd'hui quand j'intègre des nouveaux. Moi, je propose même des formations en individuel sur l'outil. Super. Qu'il n'y ait vraiment pas de frein, de jugement par rapport aux autres. D'accord. Donc, c'est une manière aussi d'embarquer le terrain quand la direction n'est pas forcément proactive en termes de prévention des RPS. Audrey, justement, c'est important d'évaluer et de communiquer sur les résultats et d'ailleurs, comment on évalue? Parce que j'imagine qu'en plan d'action, ça s'évalue forcément pour que ce soit efficace. C'est vrai, effectivement. Donc là, je vais revenir sur le côté institutionnel, puisque l'INRS, pour moi, fait foi, l'Institut national de recherche sur la santé et la sécurité. Pur produit de l'INRS. Pur produit INRS. J'ai été formée par l'INRS. Je suis une ancienne agent CARSAT, donc je sais ce que c'est. Et donc, pour mesurer et évaluer les actions, il est nécessaire d'avoir un état des lieux. Donc ça, c'est vraiment dans l'idéal. Si on veut faire vraiment de la prévention des risques psychosociaux et prendre les choses par le bon bout, il faut vraiment faire un état des lieux pour pouvoir définir les actions à mener en priorité à court, moyen et long terme. Et une fois qu'on a déterminé ces indicateurs, enfin ces actions-là, il est nécessaire de définir des indicateurs de résultats. Pour pouvoir les mesurer, il faut en définir déjà en amont. Et là, je fais le lien avec la loi du 2 août 2021 qui s'applique depuis le 31 mars 2022. On a un décret qui, justement, nous montre un petit peu comment il serait bien de décliner le plan d'action en lien avec le document unique. Et il y a une colonne indicateur de résultats. Donc, l'idée, vraiment, c'est par exemple, là, on va dire qu'on a identifié dans le diagnostic des risques psychosociaux que les rôles des uns et des autres ne sont pas clairs, que la charge n'est pas répartie comme il se doit. Et puis, ce qui nous a alertés, c'était peut-être le médecin du travail qui nous a alertés, ou des arrêts de travail, ou des accidents. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qui nous a permis de nous rendre compte que là, il y a problème. Donc, pour pouvoir mesurer, on va partir du principe que, étant donné qu'il y avait beaucoup d'arrêts de travail ou d'alertes de la médecine du travail en lien avec ce facteur de risque-là, on va mettre en place, on va réfléchir, bien entendu, toujours en impliquant les équipes et en communiquant, on va réfléchir aux mesures de prévention qu'on va mettre en place, on va les tester, on va les tester peut-être avec un petit nombre, ensuite on va éventuellement déployer, et après on va vérifier si nos indicateurs de départ, en fait, ont bougé. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir quelque chose de clair et se rendre compte de l'efficacité de la mesure qu'on a prise. Merci Audrey.
Je vois le temps filer. J'avais une petite question quand même pour Virginie, pour savoir justement, même dans ces difficultés et avec les contraintes justement d'une direction peu engagée sur ce sujet-là, est-ce que vous arrivez quand même à être fier de certaines démarches que vous avez pu engager? Je pense que c'est toujours important pour pouvoir rester engagé et ne pas s'épuiser, de pouvoir célébrer des petites victoires et d'être fier de ce qu'on a pu faire. Une petite victoire que vous pouvez célébrer quand même, Virginie? Oui, la direction reconnaît que la mise en place de l'outil de gestion des temps était absolument nécessaire pour justement passer cette certification MAS. Donc, c'est quand même un bon point. Bravo. Et puis, c'est vrai que les salariés sont quand même assez contents. Il faut dire qu'avant, il fallait emmener toutes les semaines leur petite feuille d'heure au siège, alors que les chantiers sont souvent très éloignés. Donc, ça fait moins de trajets à faire, moins de fatigue aussi. Hein. Bien sûr, ouais. Il y a quand même beaucoup de dommages collatéraux que de venir aller apporter sa petite fiche au siège. Il était temps. Bravo en tout cas pour ces initiatives. Sur les dernières 8 minutes qui nous restent d'échange, je vais vous poser une dernière question et après on passera aux questions-réponses avec les participants. C'est important de se garder quand même pas mal de temps parce que les questions peuvent être nombreuses. Alors là, c'est ma dernière question que je pose un petit peu à tous les webinaires. L'ingrédient secret pour vous, s'il fallait vraiment garder un conseil, un ingrédient pour garantir l'efficacité d'un plan d'action de prévention des RPS, lequel ce serait? Si on avait seulement un ingrédient, un conseil à garder, lequel vous donneriez aux participants là, du webinaire, justement? Se lance. Alors là, on inverse les... Même, ça fait un petit peu longtemps qu'on t'a pas entendu, je trouve. Je te laisse la parole. Oui, c'est mieux de passer en premier là parce que du coup, le conseil qu'Imen va donner, vous risquez de ne pas pouvoir le répéter. Hein. Non, moi, je vais revenir. Audrey l'a abordé dans son propos. Pour moi, l'ingrédient secret, l'ingrédient magique, je dirais, c'est vraiment la participation des salariés au diagnostic, enfin, état des lieux, diagnostic des risques psychosociaux et également à l'élaboration du plan d'action. Pourquoi c'est important? Parce que déjà, il n'y a rien de mieux de travailler avec les personnes qui sont directement confrontées aux risques psychosociaux pour vraiment savoir de quoi ils parlent finalement, de prendre en compte vraiment leur vécu de la situation de travail, leur analyse même de la situation de travail, puisque les situations de travail, ça s'analyse. Il y a des méthodes aussi qui existent pour ça. De le prendre en compte et puis aussi de les questionner sur, selon eux, quelles seraient les actions qui seraient pertinentes à mettre en place. Alors après tout ça, c'est bien sûr du débat, de la négociation. Je ne dis pas qu'il faut prendre tout ce qui vient forcément de ceux qui vivent la situation. Mais moi je l'ai vécu en tant que manager. Je vous ai parlé de mon expérience passée de 10 ans à la direction d'un centre de santé. Et je l'ai vécu parce qu'on a toujours plein de bonnes idées, nous. Enfin voilà, voilà, mais c'est vrai que voilà, partir du terrain, c'est pour moi ce qui me semble être l'ingrédient secret. Ça sera plus efficace et puis aussi c'est gagnant-gagnant parce qu'on considère mieux les salariés, ils sentent qu'ils sont impliqués, qu'on les écoute. Vous parliez d'écoute tout à l'heure, Virginie, je vous félicite pour ça parce que c'est pas évident pour tout le monde, notamment voilà. Donc il y a une considération et puis aussi pour l'employeur une meilleure efficacité des mesures à mettre en place. Voilà. Merci Imen pour cet ingrédient secret qui est quand même assez consistant. Hein. Tout à fait. Ça prend du temps, mais après il faut le travailler, ça se travaille, ça se planifie surtout. Il faut savoir comment on le fait. Comme je vous dis, moi je m'appuie notamment sur la méthode de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, la méthode situation-problème. Donc ça prend du temps, mais ça s'organise, ça se planifie et vraiment c'est efficace. C'est efficace. Virginie, l'ingrédient secret selon vous?
qu'on pourrait J'approuve recommander. totalement ce qu'Imen a dit. Hein. Là, c'est sûr qu'on Alors, est vraiment à en fond. plus, Après, il en reste encore. Voilà. Oui. encore. On a C'est dit vrai un. que je dirais, il manque aussi que la direction soit vraiment impliquée, qu'elle ait vraiment conscience du problème des RPS, du risque que ça va engendrer et surtout du coût financier des RPS derrière. Parce que c'est vrai qu'on va avoir quand même une diminution de l'efficacité. Donc, c'est vrai que ça va tout de suite avoir un impact sur le chiffre d'affaires. C'est vrai que les absences, ça a un coût pour l'entreprise aussi. Donc, il faudrait vraiment que la direction prenne conscience, s'implique aussi dans le projet si on veut que le plan d'action des RPS puisse vraiment aboutir. Ouais. Après, oui, C'est je pense que déjà c'est pas déjà mal. une très Ouais, belle c'est chose. déjà pas mal. Allez, on a une petite minute pour Audrey qui nous dit son ingrédient secret. Alors, lequel vais-je donner puisque je comptais parler de la direction. Donc, j'hésite à illustrer ce que Virginie a dit ou à rajouter quelque chose. C'est vrai qu'on aurait pu dire en ingrédient secret, recenser tous les retours positifs des salariés suite à une démarche des risques psychosociaux, vraiment toutes les améliorations, communiquer là-dessus parce qu'on a tendance à oublier, à ne pas se rendre compte qu'on agit et qu'on améliore les choses. Et les personnes ne s'en rendent pas compte si on ne leur en parle pas. Donc, je voulais dire ça comme ingrédient secret, mais je voulais donner quand même une petite anecdote par rapport à ce que Virginie a dit. L'engagement de la direction, c'est fondamental. J'ai eu assisté à des comités de pilotage RPS avec la direction, la même équipe, hein, et sans la direction. Quand la direction n'est pas là, c'est pas la même chose parce que la direction, elle décide, elle impulse quelque chose. Les gens, ils ont envie d'y aller et ils savent que ça va se faire. Quand la direction n'est pas là, c'est beaucoup moins engageant et ça peut être plus décourageant. Voilà. Merci Audrey pour cette anecdote. On rentre dans notre timing et merci pour tous ces ingrédients secrets à vous. Je vois qu'il y a déjà plusieurs questions sur le webinaire. On retient quand même deux, je trouve, axes fondamentaux pour que ça fonctionne et que le plan d'action soit efficace. C'est vraiment le côté très collaboratif. Donc, travailler ensemble. Voilà, seul on va vite, ensemble on va loin. Telle est la devise répandre de partout. Et bon, quand on est convaincu, c'est facile de le dire. Après, et travailler avec la direction et impliquer la direction, je pense que pour créer aussi un engagement chez une direction qui est un peu tête dans le guidon ou même dans les œillères, faut présenter des chiffres. Hein, pour le coup, il y a que des chiffres qui parlent dans ces cas-là, et du coup, montrer l'état des finances et ce que ça coûte, ce que ça coûte le stress, ce que ça coûte l'absentéisme, ce que ça coûte les accidents du travail. C'est vite vu que c'est plutôt économique d'investir dans de la prévention. On est convaincus de notre côté. Donc, je vais prendre les questions, si vous voulez bien, mesdames. Je vais vous poser pas mal de questions. Je vois que j'ai même pas passé mes slides, mais tout va bien. Hop. On a des questions qui sont tombées. On a Samuel qui nous demande si on admet que le terme RPS a émergé au milieu des années 2000, voilà, avec l'affaire France Télécom. Quel regard portez-vous sur les effets réels de la prévention telle qu'elle a été pensée depuis cette quinzaine d'années? Autrement dit, qu'est-ce qui a vraiment changé et qu'est-ce qui a été réellement amélioré depuis 15 ans, 20 ans même, selon vous? Qui prend la parole là-dessus? Je peux, si vous voulez. Ce qui a vraiment changé. Audrey, ça fait combien de temps justement que tu es psychologue du travail ergonome? Alors, ça fait 15 ans. Donc voilà, tu as pu voir l'évolution. En 2006, oui, j'ai vu l'évolution, d'autant plus que quand j'ai découvert l'expertise, puisque la première expertise que j'ai menée, c'était à France Télécom, dans une agence France Télécom dans le Nord, voilà, où il y avait d'autres problématiques. Donc, je vois tout à fait de quoi vous parlez. J'ai envie de dire que l'évolution, elle est entreprise dépendante.
C'est-à-dire que les entreprises qui ont vraiment embrassé le sujet ont pu voir et voient encore les effets. La prévention, parce qu'on parle de prévention des risques psychosociaux, c'est une amélioration continue en fait. Donc, c'est vraiment la politique qu'on met en place, c'est les acteurs qu'on met autour de la table qui vont permettre finalement qu'il y ait des améliorations très, très positives. Mais c'est entreprise dépendante. Et par rapport aux institutionnels comme l'INRS, ça n'a pas changé. On est toujours axé sur la prévention primaire avant toute chose, parce que c'est la prévention primaire qui va permettre d'identifier les dysfonctionnements organisationnels, sans mettre de côté la prévention secondaire et tertiaire, bien sûr que non, puisqu'il y a des gens qui souffrent et il faut quand même apporter un soutien aux personnes déjà en souffrance. Et il faut également sensibiliser et former les managers, la direction, les salariés pour justement avoir une approche complète. Merci Audrey. Est-ce que Imen ou Virginie, vous voulez apporter quelque chose sur la question de Samuel? Oui. Oui, ouais, par rapport à ce qui a changé. Oui. Plus un aspect RH en fait. Ouais. Plus un aspect RH. Hein. Là, pour le coup, moi, je dirais que la prise en compte des RPS au niveau des entreprises, ça va augmenter justement la notoriété de l'entreprise. Ça va renforcer la marque employeur. Et justement, au jour d'aujourd'hui, comme on peine quand même à recruter, ça peut représenter vraiment un avantage. Et on est engagé ce genre de démarche réelle. Les candidats vont être plus enclins justement à postuler et ce sera quand même beaucoup plus simple et les gens se sentent beaucoup mieux derrière. Est-ce que vous avez eu l'exemple, justement, la situation de personnes qui sont parties à la concurrence parce que les conditions de travail et la prise en compte des RPS étaient plus avancées que chez vous, Virginie? C'est arrivé? Je dirais que là, j'ai quand même vu certains plutôt monter leur structure derrière. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai pas aussi le retour, mais c'est vrai que j'ai quand même, pour ceux qui sont partis, j'ai quand même du mal-être. C'est vrai qu'ils ne se sentaient pas forcément bien. C'est parce qu'il y avait une grosse charge de travail. Il y a les déplacements on est très souvent en grand déplacement, donc ça a commencé à peser sur les gens. Ils veulent quand même avoir une vie de famille et ça a fini à terme par poser problème. D'accord, merci. Merci pour cet éclairage terrain plutôt RH. C'est très intéressant. J'ai une question qui avait été posée par quelqu'un sur LinkedIn qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui nous a quand même posé une question auquel on va essayer de répondre ensemble. Donc, comment allez-vous réfléchir et mettre en œuvre le passage de la QVT à la QVCT, prenant davantage en compte les RPS, la prévention des VSST et l'égalité professionnelle? Donc, on le rappelle, on est passé de la QVT à la QVCT il n'y a pas longtemps. Donc, les RPS sont un petit peu mises sur le devant de la scène. On parle de conditions de travail. Donc, comment, dans la prévention des RPS, on peut prendre en compte cette transformation-là? Est-ce que ça change quelque chose ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle n'était pas sympa, cette question, hein, Je peux donner mon avis là-dessus. Alors, par rapport au passage de la QVT à la QVCT, pour ma part, quand j'ai vu qu'on avait rajouté le C, donc conditions de travail, j'étais très heureuse. Je me suis dit, enfin, c'est super, parce que dans mon approche de la qualité de vie au travail, il a toujours été question de prévenir les risques, que ce soit TMS, risques psychosociaux, ou j'ai entendu VSSCT, donc violence sexiste et sexuelle au travail. Et donc, en fait, ça a toujours été dans l'approche QVT pour améliorer les conditions, pour aller vers une meilleure qualité de vie au travail, on doit améliorer les conditions de travail. Et pour ça, ça passe par la prévention de tous ces risques-là. Donc, il n'y a pas de changement, pas de réflexion, il y a juste une continuité dans l'approche qui est déjà engagée auprès des entreprises que je suis et que je suivrai demain. Voilà. Et moi, je rejoins Audrey par rapport à ça.
l'addition du C, moi aussi, ça me convient parfaitement parce qu'en fait, on ne peut pas parler de qualité de vie au travail si on ne parle pas de conditions de travail. Et justement, ce que ça permettra d'aborder, c'est d'aborder les choses de façon un peu globale, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra, et notamment, enfin, je reviens un peu sur la méthode, enfin, moi j'aime bien cette méthode de situation de problème de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Ça permet de partir des situations de travail et à partir de là, de l'analyse de situations de travail, on va pouvoir développer des actions de prévention des risques psychosociaux à proprement parler, c'est-à-dire des risques psychosociaux qui sont des risques professionnels, mais aussi des actions d'amélioration de la qualité de vie au travail. Parce que dans l'analyse, on pourra voir qu'effectivement, il y a des problèmes de communication, enfin des choses qui pourront être révélées et on pourra aussi agir dessus. Donc, ça permet d'avoir, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, c'est-à-dire de pouvoir avoir des démarches globales, notamment, enfin, bon, moi, comme j'accompagne des entreprises, c'est-à-dire que d'avoir des démarches globales, QVT, risques psychosociaux, ce ne sont pas des choses qui sont antagonistes. On utilise un petit peu les mêmes méthodes aussi pour y arriver. Et donc, voilà. Merci, Men. Ça va être l'heure de boucler ce webinaire, mesdames. Est-ce que Virginie, vous vouliez ajouter quelque chose avant de terminer? Non, là, je rejoins totalement l'avis d'Audrey et Imen sur le C qui a été rajouté. C'est vrai, concrètement, ça rajoute pas grand-chose, mais en fait, le fait de le dire, c'est vraiment important. Bon, par contre, je suis navrée de vous le dire, mais on va toujours s'appeler l'annuaire QVT. Et pourtant, on pense au C, sincèrement. Pas de problème. Merci beaucoup pour ces échanges vraiment très complets et riches en inspiration. Merci surtout pour votre humilité. Merci Virginie pour un témoignage voilà, de qualité qui vient aussi montrer que tout ne fonctionne pas en fait comme sur le papier et toutes les entreprises ne sont pas exemplaires sur plein de choses, mais on peut s'inspirer et faire quand même des choses sur des petits pas. J'ai beaucoup moins apprécié le fait de vous avoir ici parce que d'habitude, on a souvent dans les webinaires ou sur les conférences, des tables rondes, des entreprises qui sont voilà, les meilleurs élèves en termes de RPS, en termes de QVT, etc. Et aujourd'hui, je suis contente d'avoir un témoignage aussi qui montre la réalité du terrain et qui n'est pas toujours évidente. Donc, merci pour ça. Merci à nos deux expertes d'avoir aussi témoigné. Je vous fais juste un petit clin d'œil sur les prochains événements de l'annuaire QVT. Donc, on a un afterwork, la QVT par où commencer, qui se tiendra à Lyon mardi prochain, le 24. Donc, un atelier participatif mené et animé par 2 personnes en intelligence collective. Ça va être assez chouette. Enfin, des ateliers en présentiel, en afterwork. Et on a un prochain webinaire sur l'éco-transformabilité ou comment inscrire l'entreprise dans un cercle vertueux avec des experts sur ce domaine-là. Ça va être aussi très sympa. Là, on part plutôt sur la partie RSE, justement. Je vous remercie beaucoup. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à partager un petit peu vos réactions sur LinkedIn. On est présent. Et si vous voulez rejoindre nos 3 intervenantes, Virginie Barbier, Imen Douadi et Audrey Bonheur-Payette, n'hésitez pas à communiquer avec elles via LinkedIn. Vous pouvez leur poser toutes vos questions en direct. Je vous remercie, on s'arrête là. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine à tout le monde. Merci à tous les participants pour l'activité dans le chat. Vous avez été super aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Virginie, Audrey et Imen. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.